amateurs qui ne touchent pas initialement les professionnels de l'astronomie apparaissent vers le milieu du XIXe siècle. D'abord, la photographie. Il se trouve que la première photographie, avant même Nicéphore-Niepce en France, a probablement été faite par John Herschel, le fils de William Herschel, et cette première photographie au monde est justement une photo du grand télescope de son père se découpant sur le ciel. C'est un autre Anglais, Warren Delarue, né à Guernsey, éduqué à Paris, et héritier de la fabrique de papier de son père à Londres. C'est lui qui a inventé et mis au point la première machine à fabriquer des enveloppes. Il avait été initié à la fabrication de miroirs de télescope par John Nasmyth, que nous avons vu plus tôt, et Delarue a étonné le monde avec les premières photos en daguerréotype de la Lune, en stéréo, s'il vous plaît, stéréoscopie. Il prenait des photos de la Lune à quelques heures d'intervalle et ça donnait un effet de relief dans les visionneuses stéréoscopiques. Et aussi de la couronne du Soleil pendant une éclipse totale. Un autre Anglais, né en 1829, ingénieur et industriel gallois, prend sa retraite à 60 ans en 1888 pour se consacrer à son hobby, la photographie des nébuleuses. Et c'est lui qui prend les premières photographies à longue pause des galaxies. Vous avez la nébuleuse d'Andromède bien connue. Entre parenthèses, j'ai failli acheter un tirage de Roberts, de la nébuleuse d'Andromède, qui était dans une vente aux enchères de photographie à Londres il y a quelques années. Mais j'ai renoncé parce que ça coûtait vraiment très très cher. Alors, Roberts utilisait un excellent équatorial photographique avec un télescope de 20 pouces guidé par une lunette de 7 pouces réalisée par Claude Dublin, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et puis il faut mentionner aussi un Américain, Edward Emerson Barnard, très connu, et qui lui aussi a eu des débuts intéressants. Il était un enfant d'une famille pauvre à Nashville, dans le sud des États-Unis, et il fut placé comme apprenti, encore enfant, à 9 ans, dans un studio photo, où son boulot consistait à faire marcher à la manivelle des supports pour des tirages de papier sur papier, en gardant les plaques orientées vers le soleil. Et alors il s'était bricolé une lunette astronomique avec des optiques au rebut, et il a découvert un certain nombre de comètes pour lesquelles un mécène le payait. Chaque fois qu'il découvrait une nouvelle comète, il recevait $100. Et alors, plus tard, il se passionnant toujours pour l'astronomie, il est allé travailler à l'observatoire Lick, mais il n'utilisait pas la grande lunette contre laquelle vous le voyez accoudé, mais toujours un objectif photographique à portrait qu'il avait acheté à son ancien patron, et qui en fait a été le premier astrographe à grand champ bien avant les télescopes Schmidt. Il a fait un grand nombre de photographies
lactée, et après sa mort a été publié en 1927 un atlas de la Voie lactée, le premier des livres de ce genre qui connaissent encore aujourd'hui le succès que vous savez. Alors l'autre grande technique qui va être mise en œuvre par les amateurs du XIXe siècle, c'est la spectroscopie, après les travaux de Fraunhofer, Bunsen et Kirchhoff en laboratoire vers 1850. Presque tous ceux qui vont expérimenter l'application de la spectroscopie à l'astronomie sont des amateurs. Il y a quelques exceptions, comme en Italie, le père Secchi à Rome, qui dirigeait l'observatoire du Collège romain, ou Donati, qui dirigeait l'observatoire de Florence. Mais le premier grand spectroscopie astronomique, c'est William Huggins, qui était le fils d'un soyeux londonien et qui a vendu la société familiale à l'âge de 30 ans pour se consacrer à la construction et l'utilisation de son observatoire privé dans le jardin de sa maison à Londres. Le voilà, et il a épousé Madame Margaret, Mademoiselle Margaret, je ne sais pas son nom de jeune fille, qui elle était photographe amateur, et ensemble c'est eux qui ont développé la photographie des spectres stellaires. C'est eux qui vont découvrir la nature des nébuleuses gazeuses, c'est eux qui vont découvrir les secrets des novas, l'expulsion de gaz à très haute température, et aussi des queues cométaires. Aux États-Unis, c'est un médecin du nom de Henry Draper, et lui aussi avec son épouse, qui était une femme brésilienne fortunée, qui lui servait d'assistante de labo, associe la photographie et la spectroscopie. Henry Draper est mort jeune, mais après son décès, sa veuve a inspiré et financé le programme de William Pickering à Harvard, le grand catalogue de spectres d'étoiles et d'étoiles qui porte le nom de Henry Draper, le sigle HD que vous voyez souvent, suivi d'un certain nombre de chiffres pour décrire les étoiles. Et notamment, on le voit souvent maintenant parce qu'il y a beaucoup d'exoplanètes qui ont été découvertes autour d'étoiles du catalogue HD. Alors en France, c'est Jules Janssen qui se passionne pour la spectroscopie. Jules Janssen était ingénieur chez Schneider. Il est fasciné par le Soleil et c'est lui qui va découvrir, en même temps que Norman Lockyer en Angleterre, les raies de l'hélium, gaz encore inconnu. Janssen est soutenu par Victor Duruy, le ministre de l'Éducation nationale de Napoléon III. C'est lui qui va récupérer les ruines du château de Meudon pour fonder l'observatoire de Meudon. Il va développer avec son assistant Deslandes et puis un spectrohéliographe qui permet de mesurer les protubérances solaires sans avoir à attendre une éclipse totale. Et il va publier un atlas de photographie solaire tout à fait magnifique. En revanche, il se révélera, à mon avis, un professionnel médiocre. En particulier, il va se faire rouler par George Airy, le directeur de l'observatoire de Greenwich, dans l'affaire de l'heure et du méridien de Greenwich. Aux États-Unis, l'équivalent de Jules Janssen, c'est-à-dire l'homme qui est fasciné par le soleil et qui
développe et utilise des spectrohéliographes, c'est George Henry Hale, qui est un riche héritier de Chicago. Son père était un constructeur d'ascenseurs au bon moment, au moment où on a commencé à construire des gratte-ciel. Alors, Hale n'avait pas besoin de gagner sa vie, et c'est lui il était attiré vers l'astronomie par un voisin qui était justement celui que nous avons vu assis dans une chaise longue tout à l'heure, l'observatoire d'étoiles doubles Burnham. Et Hale va faire une carrière très particulière. Outre qu'il va découvrir les champs magnétiques dans les taches solaires,